À la une ce soir, 20 ans après la première édition, les pas d'une marche citoyenne silencieuse ont résonné sur les pavés parisiens aujourd'hui. Un message muet de résistance formulé à l'occasion de la journée nationale en mémoire des victimes de l'esclavage colonial. Laisserons-nous les Guyanais patienter dans la file d'attente qui les mène au cimetière? C'est avec ces propos que le député Lénaïck Adam a tiré la sonnette d'alarme du char lors d'une séance de questions au gouvernement. Nous y reviendrons. Enfin, nous ferons connaissance avec Janelle Bergoz, la championne outre-mer de lecture. Cette demoiselle de 10 ans scolarisée à Matoury s'est imposée lors des épreuves régionales et s'envolera le 25 juin prochain pour Paris afin de représenter les Antilles-Guyane. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Les dates de commémoration de l'abolition de l'esclavage divergent selon les lieux. Si en Martinique, elle est célébrée le 22 mai, en Guadeloupe, c'est le 27, alors qu'en Guyane, les chaînes se seront rompues le 10 juin. À Paris, c'est ce 23 mai, déclarée journée nationale en mémoire des victimes de l'esclavage colonial, qu'un cortège métis s'est rassemblé afin de marcher sur la place de la République. Cortège emmené par Christiane Taubira et Gabriel Serville, entre autres. Éric Dupuis y était. Aujourd'hui, nous marcherons pour nos aïeux, pour nos parents, pour nos ancêtres, mais surtout pour nos enfants et les générations futures. Une marche de la fierté, fierté d'avoir mené pendant 19 ans le combat de la reconnaissance nationale des esclaves comme victimes. Marly a marché en 98, ce jour-ci, elle l'attend depuis 2001. Aujourd'hui, ce que nous avons fait avec ce travail, cette révolution mémorielle, comme on dit, c'est vraiment faire en sorte demain que toute la communauté s'incline devant la mémoire de nos aïeux, que ça ne soit pas qu'une histoire d'Antillais. Dans l'Assemblée, pourtant, une majorité d'Antillais, quelques Caribéens et Africains, et pour la première fois, des Réunionnais venus exprès de l'océan Indien. Nous devons tout le monde travailler ensemble, partager, faire comprendre, transmettre, c'est la clé de notre histoire. Une histoire qui donne cependant certains devoirs, notamment aux personnalités publiques. C'était le sens du discours en tribune de la Guyanaise Christiane Taubira. Nous avons conscience de cette histoire, de sa violence, mais ça n'est pas une violence qui doit nourrir de la haine ou de la rancœur. C'est une violence qui doit nous grandir et qui doit nous permettre, au contraire, d'être encore plus attentifs aux autres. Pour le comité organisateur de la marche, qui a milité des années pour la reconnaissance de cette date, ce jour de 2018 est historique. C'est une grande victoire. C'est la première fois que des descendants d'esclaves imposent en fait une date de commémoration. Toutes les autres dates de commémoration, on ne les a pas imposées ce jour-là. Nous avons décidé de commémorer nos parents le 23 mai. 170 ans après l'abolition de l'esclavage, il faudra encore attendre quelques années pour que cette date d'hommage des victimes ne soit pas célébrée que par leurs descendants. Direction la Martinique, qui, comme je vous le disais à l'instant, commémorait hier le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. À cette occasion, Benoît Béchet était sur l'île afin de représenter la branche guyanaise du mouvement international pour les réparations, aux côtés d'autres engagés. Jean-Marc Dabrou et Michelet François leur ont donné la parole. Nous avons une démarche de rituel, une rituel une bête à répéter et il ne faudrait pas nous aboutir, faut nous aboutir puisque ça brigade tellement juste qu'il m'a créé les seules citations nous pouvons mettre Moké en français, une citation qui a venu de Bontou Biko. Il est préférable de mourir pour une cause qui va vivre plutôt que de vivre et de mourir pour une cause qui va mourir. Je suis très content d'être ici cet après-midi pour rencontrer ce vaste mouvement parce que c'est extrêmement important pour nous de continuer avec la lutte pour la réparation et la restitution. Nous observons que la question de la réparation monte en puissance. Elle monte en puissance dans la Caraïbe, dans le continent américain et nous l'avons connectée maintenant dans le continent africain. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter et ce beau bébé qu'est la réparation est déjà partout, dans la tête de tout le monde, y compris dans la tête de l'Église qui a joué un rôle essentiel dans la question de l'esclavage.
Au registre politique, le député de la 2e circonscription semble avoir été sensible au questionnement des Guyanais. Lors d'une séance de questions au gouvernement organisée ce matin à l'Assemblée nationale, Lénaïck Adam a interpellé la ministre de la Santé sur la situation alarmante du centre hospitalier de Cayenne. Je vous laisse apprécier son intervention. 3 mai dernier, 17 médecins du service d'urgence de l'hôpital de Cayenne ont déposé leur lettre de démission. Il s'agit là d'une décision radicale attestant de leur impossibilité physique et psychologique de remplir leurs fonctions dans des conditions dignes. Mourir ou laisser mourir. Voilà le choix cornélien auquel l'ensemble du personnel de cet hôpital est confronté chaque jour. Pour fonctionner, ce service nécessiterait d'au moins 40 médecins à temps plein. Or, ils ne sont déjà plus que 25 avant même le départ des démissionnaires. Le délabrement et le manque criant de matériel au sein de cet hôpital illustrent l'état de crise permanent dans lequel se trouve le système de santé guyanais. Madame la ministre, la situation sanitaire dans laquelle se trouve la Guyane est comparable à certains pays du tiers-monde. Peut-on imaginer en 2018 et surtout en France un service d'urgence sans médecin? C'est exactement ce qui guette la Guyane dans quelques semaines. Alors il faut sans plus tarder renforcer les effectifs de personnel médical, rétablir une gouvernance efficace dans l'hôpital de Cayenne et remettre en état les infrastructures de santé de la région. Mais surtout, il faut que soit envisagé un plan ambitieux dont l'objectif n'est pas seulement de résoudre la crise actuelle, mais de pérenniser le système de santé à travers une vision de long terme. Alors, je vous le demande, Madame la Ministre, laisserons-nous les Guyanais patienter dans la file d'attente qui les mène au cimetière? Vous décrivez une réalité qu'il nous faut impérativement régler et l'urgence, évidemment, est déjà de résoudre la situation des urgences de Cayenne. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le système de soins en Guyane est confronté à 3 défis. Une faible densité de population qui rend l'offre de soins assez peu variée, une offre quantitativement insuffisante qui risque de s'aggraver avec une forte croissance démographique de la population et le vieillissement du corps médical, et enfin des moyens qui se concentrent dans les agglomérations. L'ARS et le ministère se sont immédiatement saisis de cette question et ont travaillé avec l'hôpital sur un plan d'action. Les médecins libéraux ont été sollicités et participent maintenant à la régulation médicale. Le service de santé des armées a également apporté son concours en réalisant des gardes à l'hôpital. Le ministère va mobiliser la réserve sanitaire. Les services de la préfecture se sont par ailleurs engagés à titre expérimental et dérogatoire à faciliter l'entrée sur le territoire de médecins étrangers. Le Centre national de gestion des praticiens a été mobilisé, ainsi que l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui assure un partenariat avec le centre hospitalier André Rosemont. Enfin, nous avons créé dans le plan Outre-mer 100 postes de spécialistes pour les Outre-mer qui seront répartis cette année. En Guadeloupe aussi, l'état du centre hospitalier est sur toutes les lèvres. Après avoir présenté les avancées du chantier du CHU de Pointe-à-Pitre, la communauté médicale a tenu à faire le point sur sa situation. Où en est la crise? Élément de réponse de Linda Kayarsi. 6 mois après l'incendie qu'a connu le CHU, et en dépit des difficultés actuelles générées par ce dernier, l'heure est déjà à un premier bilan et il se veut positif. Nous nous rendons compte qu'il y a certaines hésitations de la part de la population à consulter, à venir au CHU pour se faire prendre en charge. Ils ont peur, ce que je comprends complètement, puisque nous sommes dans une situation difficile, on en parle, il y a des programmations de délocalisation qui sont faites, on parle du bâtiment. Mais nos filières, toutes nos filières de prise en charge, consultation, hospitalisation à domicile, chirurgie, existent et elles ont toutes repris. Autour de la table donc, l'ensemble des chefs de pôle. Pour la communauté médicale du CHU, l'offre de soins est donc toujours présente ainsi que les compétences, que ce soit pour la prise en charge du patient ou tout simplement l'orienter vers le service adéquat. L'expression des personnels des urgences, c'est de dire maintenant qu'on commence à trouver nos marques, finalement, on n'est pas trop mal. C'est sûr que ce n'est pas optimal. Mais par contre, par rapport à ce qu'on peut connaître, c'est pas si mal que ça, puisque la population peut en charge pareil. On reçoit 130 patients par jour comme on recevait avant. Le délai d'attente dans les urgences n'est pas augmenté par rapport à avant. Voilà, donc c'est bien sûr l'idéal, c'est avoir un service tout neuf. Mais non, on n'est pas aussi mal que ce qu'on pensait l'être. Pour l'instant, quelques difficultés subsistent, notamment l'hospitalisation de jour pour le pôle médecine, l'amélioration de la climatisation aux urgences
ou encore le pôle pharmacie-laboratoire qui peine pour l'instant à répondre aux besoins. Néanmoins, le CHU se veut opérationnel. On a restauré 75% de notre capacité en lit, donc ce qui nous permet d'à la fois assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge des urgences. Et donc les patients qui arrivent aux urgences sont pris en charge et l'aval des urgences et de la réanimation est assuré grâce à cette capacité. Et cette capacité restaurée nous permet aussi d'avoir repris une activité programmée. Donc l'activité programmée aussi a repris une place importante et comme les équipes médicales ont aussi travaillé à diminuer la durée moyenne de séjour, on arrive malgré ces 25% manquants de lits, on arrive à bien augmenter la capacité de prise en charge des patients programmés. En résumé, la communauté médicale du CHU reste investie pour répondre aux besoins de la population et continue à assurer sa mission dans un souci de qualité et de sécurité des soins. Là, nous sommes en train de réceptionner l'ensemble du matériel du bloc opératoire qui avait été impacté par l'incendie. Donc on refait tout notre parc pour le bloc. Là, l'établissement a déjà dépensé 6,5 millions pour pouvoir renouveler ce matériel qui arrive. Ça va être du matériel neuf, pour certains upgradé, c'est-à-dire ce sont les références au-dessus par rapport à ce qu'on avait. Et ça nous permettra de continuer notre prise en charge. Donc, pour le bon fonctionnement du CHU, la réanimation, les urgences adultes, les laboratoires ainsi que l'imagerie médicale et les blocs mobiles dédiés à l'urgence sont maintenus sur le site, dans un souci d'informer mais aussi d'une prise en charge efficace de la population. La communauté médicale du CHU a prévu d'éditer un annuaire. Il sera bientôt disponible dans les pharmacies et chez les médecins. Dans un tout autre registre, le métissage est un vaste débat qui agite régulièrement la société guyanaise profondément hybride. L'anthropologue Isabelle Ider, qui a travaillé sur la question durant de nombreuses années, livre son sentiment sur la question à l'heure où le communautarisme se fait de plus présent en Guyane. Jonathan Lariot. La question du métissage en Guyane concerne une grande partie de la population. Pourtant, ce terme ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Pour moi, je trouve que le métissage, c'est un atout parce que ça montre que la Guyane a un mélange culturel. Pour moi, il n'y a pas de complication être métisse. Pour moi, c'est logique, comme je disais, par rapport aux Outre-mer et tout. Quand on regarde actuellement la société dans laquelle on vit, je trouve que quand tu as un teint trop prononcé, tu n'as pas les mêmes avantages que tu pourrais avoir en ayant un teint plus clair. Tu dois faire le double si ce n'est pas le triple par rapport aux autres. Et franchement, je trouve que ça reste quand même un avantage qui n'est pas négligeable. Le métissage au sein de la culture guyanaise, une question qui est au centre des cours d'anthropologie de l'Université de Guyane, car le mot métis a beaucoup évolué à travers l'histoire. Métissage signifie qu'à l'origine, nous ne sommes pas tous égaux. Après, on a vu qu'il a été complètement vulgarisé. Ça peut être un avantage, comme ça peut être un inconvénient en fonction des populations qui se sont rencontrées. Si ces deux groupes plus favorisés dans cette hiérarchie socio-économique, ces deux groupes vont se rencontrer et faire un enfant, cet enfant sera extrêmement favorisé. C'est pas un atout pour moi. Ce métissage, en réalité, il est intéressant si vous constatez, en tant qu'individu métis, vous constatez que ça devient un élément important dans votre vie quotidienne. Métis, un mélange de cultures qui correspond bien à la Guyane, car aujourd'hui, très peu peuvent prétendre ne pas l'être. Dans le reste de l'actualité, ce 23 mai marque aussi la journée officielle de la fête de la nature. Placée sous le thème « Voir l'invisible », elle a été l'occasion un peu partout en Guyane de célébrer notre milieu naturel. À Cayenne, cet événement s'est associé à la journée mondiale des tortues marines et le Cheloniodea. Difficile. Leurs appellations scientifiques ont été mises à l'honneur à travers des projections, expositions et autres débats organisés sur la place des Palmistes. Pierre Tréfou. Véritable terre d'accueil pour plusieurs espèces de tortues marines, la Guyane la met à l'honneur tout au long de cette journée. Inscrite dans les journées de la nature qui se déroulent jusqu'au 27 mai, la journée internationale des tortues marines propose plusieurs ateliers place des Palmistes à Cayenne pour sensibiliser la population sur la préservation des tortues marines, dont la moitié des espèces est en voie de disparition.
On a donc 3 espèces qui nidifient en Guyane. Il y a la tortue lutte, la tortue verte et la tortue olivâtre. La tortue lutte, on ne peut pas dire que ces dernières années, elle a plutôt tendance à décliner, et surtout sur Awala Yalimapo. Donc on a plusieurs hypothèses de régression de cette population. Donc il y a peut-être les interactions avec la pêche, notamment la pêche illégale, puisqu'en fait on a des problèmes d'interaction avec les filets maillons dérivants. Et donc on essaye de trouver des solutions pour pallier à ces menaces. Organisé par la ville de Cayenne et par le Fonds européen de développement régional, le but de cette journée est de présenter autour de la thématique des métiers ce que les organismes font pour préserver les tortues marines. Des stands présentant ces menaces, mais aussi sur le travail des chercheurs, ont été installés sur la place et ravi les visiteurs. Je viens de découvrir d'autres stands où j'ai pu découvrir qu'il y avait une réelle collaboration entre le plateau des 3 Guyanes et le Canada, l'Afrique, etc. Donc déjà ça m'a fait plaisir d'entendre ça, parce que je pensais vraiment que chaque association, chaque office de la nature travaillait de son côté en fait. Voilà, donc j'ai apprécié le partenariat au niveau international. Plusieurs activités étaient prévues tout au long de la journée, animées par les acteurs du réseau Tortues Marines. L'association Quata a présenté une exposition au bar des Palmistes et un concert de Clara Nugent est prévu à 19h30, place des Palmistes. Restons dans le domaine de la nature avec la phrase de la semaine. Ce mercredi, c'est l'acteur Lambert Wilson qui nous l'a fourni en déclarant lors d'une interview « Total est une entreprise française et la Guyane est française ». Il répondait à la question d'un possible arrêt des forages suite à la découverte de la barrière de corail amazonienne. Elle a 10 ans, elle excelle en lecture orale. Janelle vient de remporter la finale anti-Guyane du concours national de lecture et grâce à son talent, elle s'envolera vers l'Hexagone afin de représenter nos couleurs entre les murs prestigieux de la Comédie Française. Gaëlle Oassim a été faire la connaissance de cette jeune demoiselle experte en récitation. Ma cousine est devant moi et secoue un truc bizarre sous mon nez. On dirait un morceau de plastique. Non merci. Janelle a été élue championne outre-mer de lecture, mais aussi grâce au dévouement de l'institutrice Gaëlle Lama, qui a souhaité que la Guyane brille au national. On a organisé la finale au niveau de Matoury avec une école de 3 Palétuviers. Donc il y avait 4 champions de lecture, 3 à Jaclonie, 1 à 3 Palétuviers. Et le jury s'est réuni et a choisi Janelle. Ça s'est fait dans le cadre avec le maître surnuméraire. Les 3 élèves ont choisi leur livre et ont choisi l'extrait. Ils l'ont présenté, ils l'ont lu devant le jury. Une ambition nationale conjuguée à une passion personnelle cultivée par Janelle ont mené à ce résultat. En fait, je suis championne souvent. Donc ça a été comme c'est une autre victoire pour moi. Mais j'ai été contente de savoir que je pouvais partir en France. Sauf ce qui est dommage, c'est que je ne pouvais pas venir avec toute ma famille. La jeune fille de 10 ans, dont l'oralité a su charmer les membres du jury, est aussi passionnée par de nombreuses activités. J'aime la natation, j'aime l'école, l'art plastique surtout, et j'aime les animaux aussi. Prête à affronter sa vingtaine d'adversaires, Janelle a déjà choisi le livre qu'elle compte lire lors de la finale organisée en juin prochain entre les murs de la Comédie Française. C'est Jeanne de Mortepaille, le tome 1. Ça parle d'une fille qui ne sait pas qu'elle doit être sorcière, et le jour où elle l'apprend, il va avoir beaucoup de difficultés. Donc du coup, ça va faire comme un peu mon premier livre que j'ai lu, donc du coup, ça me rappelait de bons souvenirs. Voir une jeune élève de l'école élémentaire Jaclonie représenter la Guyane ainsi que tous les Outre-mer au concours de lecture nationale est une fierté non seulement pour sa famille, mais aussi pour l'enseignante qui nourrit de grands espoirs pour sa pupille. Ça fait 3 ans qu'on participe et enfin on a gagné, je trouve ça très bien. La prochaine étape, Janelle va partir en France, à la Comédie Française, représenter l'Outre-mer dans une finale nationale avec une vingtaine d'autres participants. J'espère qu'elle finira parmi les 3 premières. La première si possible. Malgré son jeune âge, Janelle a en tout cas toutes les qualités d'une gagnante, à commencer par un esprit sport. J'ai déjà beaucoup de chance d'être partie jusqu'ici, donc du coup, c'est déjà une victoire. Donc c'est pas grave si je le rate, mais vaut mieux que je le réussisse. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 23 mai. 20 ans après la première édition, les pas d'une marche citoyenne silencieuse ont résonné sur les pavés parisiens aujourd'hui. Un message muet de résistance formulé à l'occasion de la journée nationale en mémoire des victimes de l'esclavage colonial. Nous y étions.
Laisserons-nous les Guyanais patienter dans la file d'attente qui les mène au cimetière? C'est avec ces propos que le député Lénaïck Adam a tiré la sonnette d'alarme du char lors d'une séance de questions au gouvernement. Nous vous l'avons présenté. Enfin, nous avons fait la connaissance de Janelle Bedoz, la championne outre-mer de lecture. Cette demoiselle de 10 ans scolarisée à Matoury s'est imposée lors des épreuves régionales et s'envolera sur Paris afin de représenter les Antilles-Guyane le 25 juin prochain. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bon souhait.